Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 5, je suis content pour une fois, je ne vais pas devoir te lancer des fleurs Gab parce que tu avais une Eh belle non. série d'avoir trouvé les sujets là, dans les derniers épisodes, dans les dernières semaines. Mais cette fois-ci, effectivement, j'ai eu un peu d'inspiration pour dessus aujourd'hui, donc bien hâte de vous présenter ça. On commence avec un haut son de la cloche et on termine avec un place au débat là, qui est teinté de politique. Comme vous le savez, là, lorsqu'on parle d'élection ou de politique plus largement, c'est un place au débat où on ne montre pas forcément notre opinion. Je pense que c'est quelque chose qui est assez... Je parle de ma nationalité, c'est assez québécois de faire ça. Là. Je t'enlève les mots de la bouche, Gab, étant donné que je le mentionne à chaque fois qu'on parle de politique, que le Québec est, tu le mentionnes, reconnu pour ne pas être très très politisé ou du moins intéressé à parler de politique. Donc on va vous faire un place au débat politique, mais qui va être très en surface avec peu d'opinion. Sauf si Gab, tu décides d'y aller parce que des fois tu portes tes couleurs sur tes manches. Mais vous allez voir assez intéressant. Et pour l'épisode d'aujourd'hui d'ailleurs, là, je te laisse entamer le disclaimer, mais on est encore une fois un peu plus en surface, moins dans les marchés, donc un disclaimer un peu moins critique lors de certains autres épisodes. Ouais, bah c'est toujours bon de faire une petite piqûre de rappel, évidemment, tout ce qu'on parle dans le podcast. Il s'agit que de notre opinion personnelle, je pas une recommandation de placement. Consultez un expert si vous avez la moindre question sur votre profil personnel. Quiconque aussi est autorisé à vous émettre les dites recommandations. Seule cette personne sera en mesure de pouvoir déterminer avec vous les meilleures options disponibles à votre profil personnel. Et j'en profite, c'est ça, pour peut-être. Je ne m'offusque pas sur tes derniers commentaires, mon cher JP, sur notre côté, notre culture politique française. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, en tout cas dans le place au débat. Mais oui, le but, en tout cas, dans le place au débat, ça va pas être oui, va essayer de discuter, peut-être d'amener des arguments et des contre-arguments. C'est le côté joute verbale, mais respectueuse qui m'intéresse, et pas dire ah ta est une merde ou est pas bien, etc. Effectivement. Surtout C'est sachant que sur le gouvernement qui va être en élection présentement, tu n'as même pas le droit de vote. Donc c'est certain que encore une fois, ça montre que l'opinion l'opinion est très voilà, en surface, sachant que exactement. Gab n'aura pas l'opportunité d'aller aux urnes au début du mois d'octobre. Exact. Mais Je suis pas titulaire d'un passeport canadien, donc pour le moment, j'ai pas le droit de vote, mais bon, ça m'empêche pas d'avoir mes opinions, etc. Et puis on aura l'occasion, je te dis, d'être tout en restant respectueux, évidemment, bah, d'amener des points, de peut-être amener aussi des contrepoints. Et puis, pour le coup, je dois t'avouer, c'est la grande force, et tu l'as bien dit, de la politique canadienne, c'est que tu as l'occasion d'être très mesuré sur plein de sujets, parce que c'est ce qui fait la force, un peu la faiblesse de la politique canadienne, c'est que c'est pas très tranché. Hein. Il y a pas de. très C'est centre, très c'est centre. très centre, exactement, exactement. Donc, en tout cas, je pense qu'on est prêt pour lancer le premier sujet. Qu'est-ce que t'en dis, JP? Absolument. Donc commençons en force avec le premier segment, le au son de la cloche. Parfait. Bon, bah donc du coup, un sujet absolument pas politique. Effectivement, ben, tu sais, on le mentionne souvent, là, je pense que vous allez le voir, là, je fais le spoiler directement en le nommant, là, mais c'est... D'ailleurs, je m'inspire un peu de la nomenclature de titres de segments plus éducatifs que tu fais, Gab, en mentionnant l'ABC des spin-offs, là, c'est quelque chose que je voulais parler depuis quelques temps et je trouve important qu'on décortique, puis je sais que Gab t'aime bien faire de la vulgarisation de concepts. Je le mentionne souvent, là, quand on fait ça, vous le savez, là, c'est aussi parce qu'on en a un peu marre de parler d'inflation. Là, on ouvre souvent, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, puis on n'en parle pas souvent. Il faudrait qu'on fasse un épisode un jour sur comment est-ce qu'on crée un podcast, faire un segment sur notre préparation, notre planning de podcast. Mais tu sais, on consulte énormément, puis on fait beaucoup de recherches au préalable dans le but de trouver des sujets qui sont intéressants, puis du bon matériel qui nous intéresse, on l'a toujours dit. Là, ce qu'on aime, c'est d'en discuter. Mais vous voyez, là, présentement, on fait beaucoup de concepts plus de vulgarisation parce qu'encore une fois, j'ai pas le goût de parler de Jackson Hole et de notre cher ami Powell que je salue toujours avec énormément de dérision parce Je que suis sûr qu'il t'écoute non, actuellement pendant que il tu ne m'écoute parles. jamais, mais j'espère qu'il sait que depuis au moins un an bientôt, je n'arrête pas de mentionner que sa gestion de la masse monétaire et des taux directeurs est absolument laxiste et encore maintenant, il n'est pas du tout en contrôle. Donc, à nouveau, salutations, Monsieur Powell. Mais c'est pour ça qu'on veut faire un sujet qui est un petit peu plus un mix d'actualité, mais aussi de décortication. Donc, les spin-offs, vous l'avez, je pense qu'on en avait parlé, là, il y a quand même une tangente dans les marchés présentement à avoir différents événements que des compagnies vont faire ou des événements de marché là,
qui ont dans le but de peut-être redorer un petit peu là, l'intérêt des investisseurs envers les compagnies. On avait parlé des stock splits et des reverse splits dans un épisode passé là, qui, au final, étaient littéralement, on l'avait dit, c'est une opinion, mais un peu un coup de pub. Là. Il n'y a techniquement pas de création de richesse et réellement, il ne se passe pas grand-chose autre qu'une modification du cours du titre. Mais on voulait parler un petit peu plus des spin-offs. À mon avis, il y a un peu plus de contenu également intéressant dans un spin-off par rapport à un split, c'est bien évident. Un est une distribution, l'autre est une réorganisation au niveau d'une compagnie. Là. Mais je trouvais intéressant d'en parler. Il y a eu d'ailleurs quelques cas de compagnies quand même assez importantes qui ont fait dans les derniers mois, entre autres AT&T. Et c'est un petit peu ce cas-là qu'on veut parler, mais il y avait également GSK, Sanofi qui ont fait également des spin-offs de certaines de leurs entités. Donc concrètement, un spin-off, et Gab, tu pourras jumper là-dessus également là, directement, là, mais c'est une manière pour une compagnie de prendre une entité ou une division du moins là, qui est à l'interne et de la rendre indépendante officiellement de la corporation mère ou de la société principale. Dans le contexte, par exemple, des TNT, c'était Warner Media et Discovery, je pense, là, qui ont mis ensemble et qui ont scindé de AT&T, donc garder AT&T beaucoup plus dans l'axe. La société mère est restée beaucoup plus au niveau des télécoms, alors que Warner Media et Discovery sont allés plus dans le domaine du streaming et du contenu le plus de séries, etc. Là, bref. Mais c'est vraiment le fait de faire une opération dans le but de la rendre indépendante. Bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, lorsqu'on parle de compagnie listée, mais cette opération-là doit être faite dans les règles de l'art parce qu'il y a quand même une propriété actionnariale qui est indépendante, un petit peu de la compagnie. Elle n'est pas indépendante de la compagnie, mais l'actionnariat est réparti sur les marchés, donc il faut qu'il y ait des transactions qui soient faites. Et souvent, et c'est là, Gab, que tu pourras mettre un petit peu de ton expertise là-dessus, mais c'est là où un spin-off, souvent une compagnie qui va scinder, va offrir à son actionnariat des parts dans la nouvelle compagnie, dans le but de répartir, encore une fois, sans qu'il y ait techniquement là, de nouveaux listings. C'est pas comme un IPO. Là. Ils vont pas prendre l'entité puis la séparer et faire un nouvel appel public à l'épargne. C'est souvent une répartition avec l'actionnariat existant de la société mère. Et il y a aussi parfois des opportunités au-delà d'une répartition là, en proportion, par exemple, pour la nouvelle compagnie pour arriver à un actionnariat de 100% si c'est un complet. Il y a également des opportunités pour un actionnaire de la société mère d'en prendre plus s'il le désire et de vendre davantage que sa cote-part, si on peut dire, dans la nouvelle société également. Donc, c'est quand même des manœuvres intéressantes. Il y a différents niveaux. Encore une fois, c'est pas toujours pareil au niveau d'un spin-off à l'autre. Mais la finalité est toujours en général de scinder l'entité et souvent, certains vont dire c'est pour revitaliser soit la société mère ou l'entité, encore une fois, qui est divisée, là, de mettre un petit peu de vent dans les voiles d'un côté ou de l'autre. En général, le résultat est relativement favorable une fois qu'un spin-off a eu lieu. C'était le cas des TNT. La société mère a eu des gains au niveau boursier quand même assez imposants une fois qu'ils ont sorti le Warner Media Discovery, justement, là, de l'entité par un spin-off. Là. Ouais, bah l'idée, en fait, tu l'as bien dit, JP, d'un spin-off, c'est ça, c'est de diviser, transformer une entreprise, en fait, qui est constituée de plein d'éléments en des éléments distincts. Alors, pour faire un exemple simple, c'est que souvent, tu vas considérer, par exemple, un groupe qui est diversifié. Tu l'as bien mentionné, par exemple, Warner Media et AT&T, mais ça peut être pour n'importe quel groupe, là, mais je vais donner un exemple peut-être qui est peut-être un peu plus parlant, mais Berkshire Hathaway, par exemple, c'est une entreprise c'est un conglomérat qui possède plein de trucs, là, mais notamment, on l'avait dit, il y a une compagnie de train qui s'appelle la BNSF, la Burlington Northern Santa Fe, si vous voulez aller rentrer dans les détails, donc qui est compagnie de train, bref, et aussi une compagnie d'assurance, Geico. Donc tu peux te dire, bon, ces deux, normalement, la valeur de Berkshire, c'est censé être la somme, en fait, de la valeur de chacune des entreprises. Ça, c'est en théorie. C'est que, en fait, plus une business est, on va dire, grosse et contient plein d'éléments différents, plus c'est difficile de comprendre, en fait, quelle est la valeur intrinsèque de chacune des parts. Alors, normalement, quand tu es analyste financier, tu réalises, quand tu analyses ce genre de compagnie, ce qu'on appelle une sum of the parts. C'est-à-dire que tu vas prendre ta valuation, elle va prendre en compte la valeur marchande de Geico, la valeur marchande de Burlington Northern Santa Fe, plus machin, et ça va faire la valeur de Berkshire. Sauf que dans les faits, en fait, c'est pas le cas. Souvent, les gens ils vont appliquer justement un discount, donc une espèce de sous-enchère qui est due à l'excès de diversification ou par le fait que c'est difficile de s'y retrouver dans cette compagnie-là, parce que c'est tellement diversifié que c'est très difficile d'apprécier la juste valeur, en fait, d'un seul business. Et c'est pour ça que les spin-offs existent. Donc c'est des opérations qui permettent notamment, c'est ça, de diviser une compagnie ensemble en plusieurs parties. Donc tu as cité en tout cas AT&T, Warner, je dois t'avouer, j'étais pas trop au courant de cette transaction-là, mais je pense qu'un exemple qui est très visuel,
C'est par exemple il y a quelques années entre Dow Chemicals et DuPont de Nemours en fait, qui étaient deux entreprises qui étaient dans la chimie aux États-Unis. Donc ils ont fusionné ensemble, puis se sont reséparés en fait. Ils se sont en gros fusionnés temporairement pour essayer d'aller chercher en fait, d'éviter en fait trouver des symbioses, puis ensuite diviser quand c'est adéquat en fait, parce que ce sont des cœurs de métier complètement différents. Donc je crois qu'ils étaient ressemblés en deux, puis se sont divisés en trois, tu vois. Donc ça, pour le commun des mortels, il peut penser que c'est juste des opérations financières. En fait, c'est juste pour faire de l'argent, essentiellement. Mais la réponse est oui. C'est quand même principalement pour faire de l'argent. Mais la deuxième chose, c'est de créer de la valeur actionnariale. C'est d'aller, au contraire d'un stock split, et ben c'est justement d'aller chercher des inefficiences, en fait, en termes de valuation, en fait. Et de trouver et d'essayer d'apprécier une entreprise à sa juste valeur. Et c'est le but, en fait, de ces entreprises-là. Donc, de ces opérations-là, pardon. Ben, Donc tu l'as... Ou pardon? vas-y, oui, non, mais j'allais dire, en fait, ça me fait rire parce que tu l'as bien dit, là, c'est la logique des conglomérats. Moi, je vois ça comme étant une porte de sortie parfaite pour la tendance qu'il y a eu, surtout dans les années, tu sais, même 90-2000, les conglomérats, on dirait que tout achetait tout, là, puis c'était encore une fois, là, pourquoi ne pas gober n'importe quelle compagnie, puis devenir tellement diversifié que nos comparables sont d'autres conglomérats qui font pas du tout dans la même chose. Puis tu disais, ça mettait beaucoup d'opacité au niveau des analystes et même pour les investisseurs. Toi et moi, on investirait à l'époque, puis on n'aurait aucune idée de réellement comment comparer le titre qu'on possède, la compagnie pour laquelle on a des actions et d'autres options. Donc, je vois les spin-offs comme étant, et globalement, là, je vois ça comme une bonne porte de sortie pour les conglomérats. Et étonnamment, j'ai rarement eu de cas que j'ai vus qui n'ont pas bien viré. Souvent, c'est des manœuvres qui arrivent à un point où la maturité de la division qui va être scindée est vraiment rendue au point où ça va en être du bien. Soit ça devient un poids pour la société mère, donc encore une fois, il va y avoir une meilleure valorisation, puis la société mère va gagner, ou bien l'autre gain qu'on voit souvent, c'est que la société qui a été justement spin-offée, là, qui a été sortie, prend aussi beaucoup d'ampleur dans la sous-industrie au final qu'elle ciblait, ce sous-segment-là qu'elle avait à l'époque lorsqu'elle était à l'intérieur du conglomérat. Donc je me dis, il y a toujours, j'ai vraiment vu des cas où au moins l'un des deux, que ce soit la société mère ou la société splittée, qui s'en sort, qui s'est spin-offé, pardon, mais qui s'en sortait beaucoup mieux au final, et donc il y avait une efficience. Je ne pense pas que les spin-offs sont constamment une bonne solution pour un conglomérat, mais je pense que la majorité du temps, lorsque la décision est prise, il y a réellement de la valeur ajoutée, il y a réellement des gains à ce moment-là. Tu le mentionnais, lorsque tu fais un conglomérat, tu vas aller chercher des fameuses synergies avec le management, avec etc., peu importe les opérations. Là, ce que tu fais, c'est un peu l'opération opposée. Il faut que tu aies un management qui s'occupe maintenant de cette société-là distincte, qui est indépendant et tout. Donc, il faut voir ça vraiment comme étant, on a tout gagné en termes de synergie, ce qu'on pouvait, et c'est maintenant valorisé de retourner un peu dans un contexte séparé. Donc, je trouve que on n'en parle pas assez souvent. Je trouve que c'est pas très, très. Le branding des spin-offs, du moins, n'est pas énorme au niveau des marchés. Mais je pense que ça a été vraiment le stepping stone pour tous les conglomérats qui se sont scindés parce que justement le contexte des conglomérats n'était plus réellement si valorisé par les investisseurs et par les analystes dans les dernières décennies, si on peut le dire. Ouais, bah c'est ça, et tu l'as bien dit, JP, c'est ce problème en fait de valuation qui crée en fait l'intérêt en fait pour les spin-offs. C'est ça qui est fou, c'est que tu pourrais penser plus tu as des entreprises qui sont ensemble, plus tu es capable d'aller, je sais pas, avoir un seul système HR par exemple, d'éviter de payer des frais de licence en doublon, tu vois, ce genre de choses. Et ben en fait dans les faits, parfois c'est impossible en fait, parce que tu as des entreprises qui ont des cultures d'entreprise Absolument. différentes, qui ont des façons de faire qui sont différentes. Le meilleur exemple, c'était à l'époque, en début 2000, tu as eu une des plus grosses fusions de l'histoire qui était entre AOL, donc American Online, qui était un espèce de portail internet, abonnement à opérateurs. Je dois t'avouer, aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent actuel, là, euh, et Time Warner, qui était pour le coup une société de production cinéma, etc., qui font aussi de la production télévisuelle, radio, etc. Enfin, c'est un conglomérat de médias, en fait. C'est une espèce de mastodonte des médias. Et de câbles aussi. C'était aussi leur cœur de métier. Et tu vois, c'était impossible parce que c'était deux entreprises qui étaient complètement différentes. Tu vois, elles avaient des cultures d'entreprises différentes. Ils n'avaient pas la même croissance espérée. Enfin, tu vois, c'est parfois très compliqué, en fait, même en tant qu'analyste, d'évaluer de manière propre, par exemple, Berkshire, par exemple, c'était le cas avec AT&T, parce qu'ils avaient beaucoup trop de trucs, en fait. C'est difficile d'apprécier la vraie valeur, on va dire, des choses-là.
C'est un peu comme quand tu es milliardaire, tu vois, et que ta voiture ton garage est rempli, par exemple, de Bentley et de Ferrari et de Lamborghini. Bah, tu vois pas réellement la vraie valeur, en fait, de ces voitures-là, alors qu'individuellement, si tu les vendais chacune à travers, bah, tu vois, elles vaudraient peut-être plus. Donc, c'est un peu je le vois un peu en termes de comparaison à des choses simples. Je le vois un peu comme aussi un menu chez McDonald's. C'est quand tu prends plus de choses, bah, ça vaut moins cher. Mais tu vois, quand tu les prends individuellement, ça vaut plus, tu vois. Et c'est un peu l'idée derrière, en tout cas, ces transactions-là. On n'est pas au bout de nos surprises, je pense, parce que c'est vrai qu'on a eu pendant des décennies la culture de faut se couper des coûts, faut couper des coûts, faut couper des coûts. Mais parfois c'est impossible, tu vois. C'est parce que c'est des entreprises qui sont complètement différentes. Enfin, j'en aurais des centaines des exemples de fusions qu'on foirait parce que on pensait faire des synergies, on pensait faire du cross-selling partout, alors qu'en fait c'est impossible. Les gens fonctionnent pas de la même façon. Surtout en plus en tant qu'employé, tu vois, moi qui maintenant réintègre progressivement le marché du travail, tu vois, je me rends compte que parfois t'as des visions et des façons de faire qui sont complètement différentes dans certaines boîtes et encore une fois, ça me paraît trop ambitieux parfois d'aller dans des deals ambitieux et qui pour le coup sont irréalistes, là. Ben, exact. Tu sais, moi, pour conclure là-dessus, là, moi, je vois ça un peu comme étant c'est un peu la carte au Monopoly, là, passer go et récolter 200 $. Il y a beaucoup de CEO dans Corporate America qui se retrouvent avec tellement de facilité à dire si je veux créer de la valeur, au lieu d'essayer de mieux structurer ce qu'on fait déjà, je vais faire une acquisition, ça paraît toujours bien. Il y a tellement eu, tu l'as dit, d'erreurs que je pense qu'un spin-off est une bonne méthode pour justement soit ressortir des poids morts d'une société mère après une fusion qui n'a pas vraiment réussi, ou bien ben justement limiter les restrictions que certaines divisions peuvent avoir par justement ces fusions-là. Donc je pense que c'est vraiment une porte de sortie assez idéale pour les fusions. Et tu le sais, les M&A là, aux États-Unis, la hausse des M&A n'a jamais réellement arrêté parce que il y a de l'argent à en donner s'il faut littéralement dans Corporate America que les CEO sont maintenant rendus tellement mis sous pression pour créer de la valeur puis avoir un titre qui est en hausse, encore une fois leur rémunération et tout c'est imputable de ça, que c'est souvent leur carte cachée de ok je vais faire une fusion acquisition mais tu l'as dit il y en a beaucoup plus qu'on le pense qui ne fonctionnent pas du tout. Et une fois que tu as la compagnie dans tes poches, soit tu la revends ou bien tu la spins. Donc je pense que c'est là où c'est une alternative qui reste liée à la compagnie, qui reste liée à l'actionnariat et qui n'est pas justement le fait de juste vendre un poids mort pas à perte, mais à une valeur qui est beaucoup plus basse parce qu'on veut s'en départir, parce que la fusion n'a pas fonctionné comme il faut. Donc je pense que c'est quelque chose, encore une fois, c'est ça, ce que je trouve un peu drôle, puis je te laisse ajouter un point là-dessus, là, mais ça réduit l'opacité de l'analyse financière, mais c'est tellement caché, on dirait les spin-offs, là, comme je disais, c'est pas bling-bling du tout, on en parle tellement peu. En fait, plus globalement, les événements de marché sont pas quelque chose qui est très, très trendy, là. C'est plus rare qu'on va en parler réellement, là. Je trouve qu'on parle beaucoup trop de split par rapport à des spin-offs, ça c'est mon avis personnel. Mais je trouve que c'est assez intéressant, donc à mon avis, aller lire là-dessus, aller voir sur AT&T, encore une fois, qui est un cas tout chaud, là. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant qu'on y pense. Ceux qui s'intéressent énormément au M&A, allez voir les spin-offs, c'est presque obligatoire d'aller lire là-dessus. C'est tout aussi intéressant à mon avis. Et c'est directement corrélé. Beaucoup plus pertinent qu'un petit split tranquille de Apple qui décide de faire à croire que le titre est accessible. Ouais, mais c'est ça, c'est à la différence d'un split, un spin-off, ça crée de la valeur, hein. Puis encore une fois, je vais pas me redonner d'exemple, mais RGR Nabisco, par exemple, c'était le meilleur exemple dans les années Absolument. 80. Une compagnie de clopes qui était fusionnée avec, pardon, avec une compagnie de biscuits. Les synergies, elles sont inexistantes, tu vois, parce que c'est deux métiers complètement différents. Enfin, essayer d'aller faire de la pub sauvage pour aller vendre des clopes à des gamins. Et, comment dire, tu m'excuseras de mon humour cynique, là, mais. Et vendre pour le coup, bah, mince, à d'autres enfants comment dire, des biscuits beaucoup trop sucrés. Bon, bah, au final, c'est deux cœurs de métiers différents. Et bon. D'ailleurs, par simplification, aujourd'hui, dans ce podcast-là, on a parlé de spin-off, mais parfois, tu as des transactions qui sont assez similaires, comme par exemple les split-off. Split-off, c'est un peu la même chose, mais sauf que tu n'as pas le choix de choisir l'une des deux compagnies quand il y a la fameuse transaction de séparation. Mhm. Donc, soit tu choisis la compagnie A, soit la compagnie B, et tu as un ratio d'échange qui t'est prédéterminé au départ, donc genre 2 pour 1, etc. Donc, c'est ça. Tu as aussi les equity carve-out, pareil, c'est assez compliqué, c'est que tu as une injection de capital dans une espèce de filiale qui est séparée, qui est créée dans les marchés. Donc, tu as une nouvelle entreprise, mais qui est complètement à part et qui rachète les actifs d'une entreprise existante. On a volontairement simplifié parce que tout ça, ça ressemble. Ce sont des spin-offs, c'est la même chose. Ça ressemble les deux.
L'idée, c'est ça, c'est de garder les choses séparément et d'essayer d'apprécier à sa juste valeur les choses. Exactement. Donc c'est ce qui va conclure ce segment-ci. Donc, assez intéressant. Comme toujours, la vulgarisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Encore une fois, là, je pense que c'est un sujet assez intéressant qu'on ne parle pas assez souvent. Passons maintenant à notre deuxième segment, qui est d'ailleurs sur un sujet qu'on va parler énormément par ici pour le prochain mois. Donc, commençons le Place au débat. Parfait. Donc, effectivement, comme je le mentionnais, là, Gab et sa vision du Québec peu politisé, eh bien, on a littéralement devant nous un petit peu plus qu'un mois où on va se faire parler de politique à chaque jour. Les médias vont en être bondés parce que c'est officiellement la période pour les élections provinciales au Québec. Officiellement, les élections ont lieu le 3 octobre prochain. Donc, il y a eu la dissolution du gouvernement qui était en place depuis 4 ans d'ailleurs. Donc, pour ceux qui le savaient, là, la coalition Avenir Québec était le parti de M. François Legault, était au pouvoir depuis 4 ans, avait un gouvernement majoritaire. Donc, juste pour faire un petit sommaire, là, vous le savez, on avait déjà parlé des élections canadiennes il y a de cela quelques mois. Donc, le système québécois est directement fondé, encore une fois, sur le même fonctionnement que celui du Canada. Donc, il y a des partis. C'est le parti qui a le plus de députés qui forme le gouvernement, et bien évidemment, son chef devient le premier ministre de la province ou la première ministre de la province. Lors des dernières élections, là, le gouvernement de François Legault avait une majorité de sièges, une majorité de députés à l'Assemblée nationale du Québec, ce qui a fait en sorte qu'on a eu 4 ans où personne n'a pu, en bon anglais, même si on est au Québec, overturn le gouvernement. Là. Donc, la CAQ, en fait, pouvait faire un vote en ayant toujours la majorité des voix sur chaque vote. Donc, encore une fois, pas de risque de dissolution. On se retrouve avec un paysage maintenant pour les prochaines élections qui est un peu changé. En fait, là, je vous nomme les partis et les chefs en présence. Puis, Gab, tu pourras un peu mettre du tien, là, mais il y a en bon anglais, encore une fois, un newcomer, là, mais il y a un nouveau parti qui rentre en ligne de mire au Québec et qui, encore une fois, fait couler beaucoup d'encre. Donc, il y a la coalition Avenir Québec de François Legault, là, qui est du centre droit pour votre information. Là, je vais faire approximatif, c'est débattable à certains niveaux, là, mais C'est ce que j'allais préciser d'ailleurs au passant. c'est débattable, encore une fois. Sachez que tout se tient en grande partie au centre, là, mais encore une fois, c'est un peu dur dépendamment des décisions. Il y a le Parti libéral du Québec, qui est un parti extrêmement historique au Québec, de Dominique Anglade, qui est davantage au centre, je dirais centre-gauche à mon avis, mais encore une fois débattable. Le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est plus du centre-gauche également. Québec solidaire, qui a d'ailleurs des porte-paroles ou un porte-parole présentement, là, mais M. Gabriel Nadeau-Dubois, également Manon Massé. Là, Joli prénom en passant. Absolument, Gabriel, certes. Donc ça, c'est de la gauche. Et le Parti conservateur du Québec de M. Éric Duhem, qui est de la droite. Donc c'est un peu... Il y a également le Parti vert là, qu'on ne nomme pas, qui est tout de même toujours nommé, là, qui est un peu plus de la gauche, mais aucun député historique également, tout comme le Parti conservateur du Québec d'ailleurs. Mais c'est un peu le portrait électoral. Encore une fois, l'idéologie, et ça je pense que c'est là-dessus, Gab, que je te fais une passe sur la palette, comme on dirait en bon fan de hockey québécois-canadien, là, mais les partis et le système québécois sont très, très, très similaires avec les partis et le système canadien, mais avec, encore une fois, des différences. C'est important de le noter pour nos auditeurs de l'autre côté de l'Atlantique, qu'il y a quand même une bonne différenciation à faire entre les différents paliers de gouvernement et les responsabilités de ces paliers-là. Ouais, bah, je trouvais ça important. On s'en était parlé un peu en off avec JP avant de lancer le tournage, mais faut réaliser que par contre, chers auditeurs qui nous écoutez peut-être à l'extérieur du Québec et du Canada, s'il y en a, en tout cas si on a des amis, on va dire d'autres provinces, on vous dit bonjour aussi. Le système, en tout cas fédéral et provincial, est complètement distinct. Hein, les deux échelons, d'ailleurs, ne font pas référence à l'un l'autre. Hein. Tu sais, les partis, par contre, ont le même nom, mais sont complètement indépendants les uns des autres. Et par exemple, le Parti conservateur du Québec, qui est un parti assez récent, en fait, qui a quelques années, lui est complètement indépendant du Parti conservateur du Canada, donc les Tories, qui est un parti historique pour le coup canadien. Idem pour le Parti libéral du Québec, aucun lien avec le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau, ça n'a aucun rapport. Les deux d'ailleurs ont parfois eu des points d'accord, des fois des points de, on va dire de distinction, et donc ils n'ont aucun lien officiel entre les deux. Donc c'est vrai que ce qui est assez étonnant, en tout cas dans la scène politique provinciale, c'est ça, c'est qu'il y a toujours évidemment le débat central évidemment de l'indépendance du Québec, enfin ce qu'on appelle la souveraineté, donc le souverainisme.
qui est un peu le point central souvent de débat. Mais j'ai l'impression que ce débat-là a été un peu plus calmé depuis quelques années. On en avait parlé d'ailleurs dans le segment sur les élections. Et je pense qu'on avait Ouais, même fait un épisode à l'époque. ouais, ben le sujet a énormément été mis de côté. En fait, à mon avis, encore une fois, on est dans un place au débat, là, mais la raison pourquoi est-ce que la fameuse séparation du Québec, donc rendre le Québec comme étant un pays indépendant du Canada, là, est tombée un peu, oui, il y a le contexte générationnel. On avait parlé, je pense, des référendums dans un épisode passé. Mais à mon avis, c'est beaucoup la coalition Avenir Québec, c'est beaucoup François Legault qui a amené ça parce que c'est la vision de François Legault qui est un ancien séparatiste d'ailleurs, faut le dire, là, donc quelqu'un qui visait l'indépendance du Québec. La nouvelle tangente, c'est beaucoup le fait d'avoir un Québec qui est une nation forte dans un Canada uni. Là. Tu sais, à mon avis, c'est beaucoup le fait de bien représenter les intérêts du Canada, du Québec, pardon, mais dans un Canada qui, à mon avis, ça c'est mon avis à moi bien évidemment, mais je considère que c'est pas faux et c'est pas mauvais en tant que tel. C'est un hybride qui est conséquent dans une population qui était très divergente entre la nouvelle génération qui est beaucoup moins séparatiste et l'ancienne génération qui l'était, mais qui avait perdu un petit peu les espoirs lors des deux référendums qui n'étaient pas passés. Là. Donc je pense que c'est un peu la ligne directrice qui fait en sorte que ce n'est plus autant un sujet de débat qui va être mis de l'avant, à mon avis. Présentement, en fait, pour ceux qui connaissent bien la politique, ceux qui sont québécoises, mais ceux qui sont de ce côté-ci de l'Atlantique, vous vous souviendrez qu'à chaque fois dans les dernières élections, le Parti québécois, qui est le parti séparatiste souverainiste, là, mentionnait la fameuse indépendance du Québec, c'était toujours là que ça plombait complètement dans les ailes leur campagne. Là. Donc je ne pense pas que c'est quelque chose qui va être mis de l'avant, à mon avis, pour celle-ci. Là. Mais encore une fois, la ligne directrice actuelle au Québec et la mentalité, à mon avis, est un bon hybride pour des idéologies qui peuvent être assez divergentes dans la population. Ouais, ben c'est ça. Et puis c'est un débat en fait qui a pas mal frigorifié en fait la politique euh, québécoise en fait pendant des décennies, hein, puisque souvent le parti historique, comment dire, allié du Canada, donc on va dire, je sais pas comment on appelle ça, les loyalistes, on pourrait appeler ça comme ça là, mais Mhm. les anti-souverainistes c'était les libéraux principalement, donc d'ailleurs tu l'as dit que c'était un parti de centre-gauche, moi je dirais que c'est plutôt au contraire un parti de centre-droit, plutôt quand même assez libéral économiquement. C'est souvent eux d'ailleurs qui sont un peu contre qui essayent de dire il faut faire qu'on fasse attention au déficit, etc. Ce genre de choses. Ils ont tendance à avoir une politique économique assez prudente, on va dire ça comme ça. On va dire plus prudente, moins expansionniste en termes fiscaux que les autres partis. Là. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est ça, la scène politique a été chamboulée en fait il y a 4 ans, en fait, puisque les partis historiques se sont fait laminer, donc à commencer par les libéraux qui avaient le pouvoir, donc sous l'ancien président, j'allais dire président, mon Dieu, l'ancien premier ministre, Monsieur Couillard. Mhm. Et juste avant, ben, il y a eu un moment donné, juste avant Couillard, il y avait le PQ, donc qui n'est pas à confondre évidemment avec le rouleau de papier toilette. Fin de la blague, je m'en Absolument. vais. Sur ce, ça a Absolument. été une bonne soirée. Absolument. Et Madame Marois qui était là à l'époque, effectivement. Exactement, Ouais. avec Pauline Marois, et depuis, c'est la débandade, c'est la catastrophe. Ils perdent chaque année. Enfin, ils ont aussi même eu pas mal de courses à l'interne, des histoires à chaque fois où t'as des élections, des changements de parti, de chef de parti chaque année. Je crois il y en a eu 3 en fait au total hein, depuis le départ de Pauline Marois. Donc Mhm. c'est un peu compliqué d'avoir une stabilité, d'avoir une ligne directrice dans ce parti-là. Donc c'est vrai que c'est pas évident et bon, c'est vrai que pour le PQ c'est un peu le début de la fin hein, parce que c'est quand même un parti historique parce que c'est le parti premier parti indépendantiste qui a été fondé donc par René Lévesque, donc c'est un parti important, etc., mais qui est en perte de vitesse surtout auprès des jeunes, j'ai l'impression. Donc c'est quand même une des sources d'inquiétude, tu vois. Alors que de l'autre côté, le gros parti montant en termes de gauche, bah c'est QS, donc Québec solidaire, qui est le parti moi que j'appelle bolchevique, mais bon, ça c'est, on rigole. L'opinion transparaît. C'est mon opinion personnelle, ne m'accusez pas, mais bon, c'est un parti quand même d'extrême gauche, hein, faut appeler un chat, hein, c'est un parti anticapitaliste, on va dire, qui quand même est, comment dire, assez droit dans ses bottes, dans ses positions. Donc, il faut respecter évidemment leur engagement puis leur opinion. Tu vois, je suis d'accord Mhm. avec eux. Je suis d'accord avec eux sur certains points d'ailleurs. Ils sont très forts sur le côté écologisme, le côté féminisme, droits de l'homme, etc. Donc, tu vois, ils sont un peu très inspirés par les mouvements woke, comme on connaît beaucoup en Amérique du Nord. Donc, je peux comprendre leur position encore une fois, mais
Et ils montent effectivement énormément. D'ailleurs, ils ont gagné de plus en plus de circonscriptions jusqu'à ce qu'ils soient en fait officiellement un parti d'opposition. Parce que je crois qu'il faut que tu aies 10 sièges pour être Mhm. officiellement à l'Assemblée un parti d'opposition. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir cette tendance-là. Je pense que on peut parler du coup du nouveau petit venu dans la scène politique aussi. Je pense qu'on l'a oublié aussi. Ben, c'est ça, comme on l'a mentionné, là, le Parti conservateur du Québec est récent. Monsieur Éric Duhem, là, qui est un ancien, d'ailleurs, il était de mémoire à la radio, là, mais qui arrive un petit peu dans le même concept que ceux qui connaissent, là, qui suivent la politique canadienne, là, mais j'oublie le nom du parti là, de Monsieur Bernier. Là, j'oublie le parti, mon Dieu, il faudrait que je le retrouve pendant que tu vas intervenir, sauf si tu le retrouves, Gab, n'hésite pas à le mentionner, là, mais un parti qui monte encore une fois, qui n'a jamais réellement eu de député, mais qui fait beaucoup de bruit, mais qui, encore une fois, va être basé sur... va avoir beaucoup de vent dans les voiles. C'était la même chose dans les élections canadiennes il y a quelques mois, là, mais lié à la gestion de la pandémie. Là. C'est un peu les opposants des restrictions sanitaires et qui vont Les anti-vax, beaucoup... pour le faire simple. oui, un peu. En Mais grande partie, ouais, c'est c'est encore bon. une fois, et c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est que le Québec, encore une fois, on l'a mentionné, le fait d'aller voter est quelque chose qui prend beaucoup de travail de la part des partis d'aller sortir le vote, comme on dit. Et c'est quelque chose qui s'en vient pour le Parti conservateur du Québec, qui pour la première fois ont quand même des chiffres dans les sondages qui sont pas mauvais, mais qu'il faut absolument qu'ils aillent faire sortir le vote. Et on l'a vu avec M. Bernier au Canada, ça a été extrêmement compliqué. Son parti s'en sortait, le Parti populaire du Canada, je pense, quelque chose du genre, là, s'en sortait quand même assez bien dans les sondages, mais officiellement, ils n'ont eu aucun député parce que le vote ne sortait pas à cause que la base du parti était justement le plus ou moins intéressé à aller voter. Donc oui, ils ont beaucoup d'opinions, mais ils n'allaient pas forcément aux urnes pour voter en la faveur des... Ils sont très dispersés aussi par circonscription, c'est un gros problème aussi. Exactement. Donc c'est ce qui va être embêtant. Là. Je te relance la balle là-dessus, sous peu, Gab également, là, mais pour vous donner une idée, là, en date du 26 août, les sondages donnaient la CAQ de François Legault avec 42% des intentions de vote, suivi là, du Parti libéral avec 17, Québec solidaire avec 15, le Parti conservateur avec 14 et le PQ avec 9. Donc vous voyez le gap de début d'élection, et comme on l'a dit, on a un petit peu plus qu'un mois devant nous avant les élections. On se retrouve avec 42 versus le deuxième est à 17. Ça va être quand même assez compliqué. La satisfaction globale du Québec par rapport au Parti de François Legault est énormément liée avec la gestion de la crise sanitaire, que certains vont être extrêmement opposés, certains vont dire qu'ils s'en sont quand même plutôt bien sortis, parce qu'on l'a mentionné, les responsabilités des différents paliers de gouvernement, le fédéral, le provincial et même le municipal sont répartis, mais la santé est d'office provincial. Donc, encore une fois, c'était M. Legault et M. Dubé, d'ailleurs, qui prenaient qui était notre ministre de la Santé, là, qui gérait ça. Donc, globalement, je pense qu'il y a encore une fois beaucoup de vent dans les voiles, et ça, c'est mon avis. Je me dis que ça va être dur de retourner les sondages. Plusieurs personnes mentionnent qu'ils font croire, les médias font croire à la population que tout est possible, qu'il pourrait y avoir une béquille qui va arriver, que ça va revirer les sondages. À mon avis, ça va être extrêmement compliqué. On joue encore une fois on flirte énormément dans le gouvernement majoritaire, et donc encore une fois, si c'est le cas, et c'est la trame qui semble s'aligner, donc une CAQ majoritaire à nouveau, comme je l'ai mentionné au tout début, c'est un 4 ans devant nous sans réellement grand-chose et sans réelle opposition, parce que comme on l'a dit, ben, le vote va être majoritaire sur chaque motion qui va se faire au niveau de l'Assemblée, aucun réel risque de retourner un gouvernement. Donc, c'est certain qu'il y a ses pour et ses contre. À mon avis, je suis, encore une fois, dans le contexte politique où je n'haïs pas les gouvernements minoritaires. Je considère que ça garde un gouvernement ou un premier ministre au pouvoir un peu sur ses gardes. Ça m'inquiète toujours de voir lorsqu'un parti prend un mandat majoritaire pendant 4 ans. Une fois qu'ils ont la lune de miel est terminée, lorsqu'il y a une réélection majoritaire, à mon avis, c'est là où il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est arrivé, encore une fois, je ne donne pas du tout mon allégeance. Vous pouvez le noter, là, je suis caméléon là-dessus. Mais lorsque c'était arrivé pour le Parti libéral du Québec avec une deuxième majorité de suite, on avait vu une politique qui était assez drastiquement opposée avec ce qu'on se faisait dire. C'était la période d'austérité, Gab, sous Couillard, tu t'en souviendras, là, où là, tout le monde ne reconnaissait plus du tout la ligne qui avait été vendue par le Parti libéral du Québec lors de son premier mandat. Donc c'est toujours ça qui m'inquiète, avec une réélection majoritaire suivie d'un majoritaire, là. C'est ce qui m'inquiète toujours de voir, bon, quel va être l'agenda maintenant que la lune de miel est finie, maintenant qu'ils ont un autre 4 ans. Un 8 ans avec un parti qui peut prendre n'importe quelle décision, parce que chaque vote, ils ont la majorité, peut quand même transformer beaucoup un schéma politique et même l'économie, la santé et tout. Chaque grand dossier de redevance provinciale, à mon avis, peut extrêmement être transféré pendant 8 ans.
Donc j'ai un peu hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, mais à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de surprises et il n'y aura pas beaucoup de changements dans les prochaines périodes, dans les prochaines semaines, et on risque de se retrouver avec des sondages qui est un résultat final qui risque de ressembler à ce qu'on voit présentement avec une CAQ qui va être au pouvoir. Maintenant, minoritaire, majoritaire, reste à voir, mais la majorité semble assez aisément à la portée, là. Ouais, puis c'est ça. Si je peux rajouter 3 points, parce que je les ai gardés en tête, ça n'a pas été évident là. En tout cas, pour être bien structuré, là, je partage évidemment ce même constat-là. Là, je te dirais, les sondages peuvent être critiquables, etc. Mais malheureusement, ils ont souvent raison. À savoir, par contre, que les résultats en pourcentage n'ont aucun intérêt hein, dans une course où c'est pas avec des circonscriptions, parce que c'est le cas, parce qu'il y a 125 circonscriptions, donc 63 pour gagner la majorité. Là, donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt, en fait, de savoir des sondages au niveau national. Ce qui compte, c'est dans les circonscriptions, combien tu gagnes. Donc, c'est important d'avoir des fiefs. Et à propos de fiefs, justement, la force, comment dire, des partis traditionnels, c'est qu'ils ont quand même des fiefs, tu vois. Alors, exemple, l'ouest de Montréal, bon, ceux qui sont déjà venus, en tout cas dans notre belle région, l'ouest de Montréal est traditionnellement anglophone, donc les gens votent traditionnellement libéral, et évidemment ils ne veulent jamais entendre parler du Parti québécois, des indépendantistes francophones, ce qui est compréhensible évidemment. Et tu as des régions, on va dire aussi, qui sont, on va dire, avec une mixité sociale un peu plus élevée, avec des communautés venant de l'immigration, souvent qui ont tendance à voter pour les libéraux, pour les mêmes raisons, qu'ils ont peur de ce côté renfermiste que peuvent avoir les partis un peu plus autonomistes, indépendantistes, etc. Donc ça, c'est quand même une force, je dirais, quand même du PQ, par exemple, et du Parti libéral, qui ont quand même des bases arrières solides, alors que c'est vrai que la CAQ, c'est un peu un nouveau parti, donc ils n'ont pas de fief à proprement parler. Donc ça va être important de voir, est-ce qu'il va y avoir des tendances, des changements là-dessus. Même chose pour QS, à part dans quelques quartiers de Montréal, donc plus dans l'est de la ville, où pour le coup, c'est très clair que c'est la gauche qui est évidemment beaucoup plus en position de gagner souvent dans ces circonscriptions-là, mais ils n'ont pas vraiment de base arrière, tu vois. Donc c'est important de garder ça en tête quand même dans le truc. Deuxième point à garder en tête aussi, faut pas oublier aussi qu'on est dans un système, encore une fois, fédéral, donc on ne vote pas tout dans les élections provinciales. Tout ce qui est le côté armée, qui est le côté diplomatie, qui est le côté budget, c'est géré au niveau du fédéral. Le provincial va gérer les transports, évidemment l'économie, l'éducation, les routes, la santé. Donc des compétences plus, et tu as des compétences aussi locales, par exemple la police, etc., qui sont votées au niveau des municipalités. Donc il faut bien faire attention de savoir en fait si on vote pour les bonnes raisons, tu vois. Et c'est vrai qu'il faut être conscient que chaque échelon, on va dire, de responsabilité a ses propres enjeux, tu vois. Et faut pas distinguer les différents enjeux parce que là, du coup, on tombe dans l'échelon d'un autre parti, etc., ou d'une autre guerre politique, tu vois. Et c'est clair que, bon, ce qui va être intéressant de voir dans cette élection, c'est ça. C'est que combien va y avoir de sièges, est-ce qu'il va y avoir des tendances qui vont émerger, on va dire, de ce côté-là. Moi, je pense quand même que ce serait intéressant qu'on ait quand même des petits partis qui aient un nombre de sièges important. Parce que, oui, on dit, oui, les gouvernements minoritaires, c'est plus démocratique parce que tu as plus de débats, etc. Bon, par contre, ça crée beaucoup de problèmes. C'est difficilement gérable. D'ailleurs, tu l'as vu, hein, quand Marois était minoritaire, c'était ingérable. Ça a duré même un peu plus d'un an. Et puis, ils ont été obligés de reconvoquer des nouvelles élections. Donc, c'est le problème, on va dire, des gouvernements minoritaires, parce que c'est là où souvent ils ont tendance à faire aussi des cadeaux pour essayer d'attirer les électeurs, puis des fois ça marche pas, puis c'est... Donc faut faire attention aussi à ce qui va se passer, mais bon, moi de mon côté, c'est clair que je vais rester observateur, évidemment, comme je peux pas être acteur de cette élection-là, donc j'espère que ça risque d'être une campagne en tout cas intéressante, et je vais m'y intéresser, je te jure, JP, mais ça risque d'être intéressant, peut-être un peu plus que les dernières années. Exact. Puis, je pense, pour conclure, là, pour les auditeurs, encore une fois, qui sont au Québec, qui ont le droit de vote, peut-être vous le savez, puis c'est intéressant de le mentionner pour nos auditeurs outre-Atlantique, là, mais l'enjeu avec le système, c'est beaucoup axé sur, oui, on peut avoir un parti de préférence, mais il y a énormément aussi, comme on l'a dit, la fameuse circonscription et qui est le député. Là. Donc, tu pourrais, tu sais, Gab, par exemple, on donnerait un exemple où tu serais dans un endroit où la base électorale est très jeune et serait, par exemple, extrêmement de gauche, alors que toi, ton avis est peut-être plus théoriquement, encore une fois, sans aucune base que je dis ça, mais peut-être plus à droite.
Bon, tu peux le dire, hein, c'est correct. Hein, c'est bon. Je pense qu'on avait parlé également dans les élections françaises, là, mais c'est un peu ça l'enjeu. Gab est un cas un cas de figure intéressant dans le sens que son opinion, au final, s'il va voter pour un parti qui représenterait plus son idéologie dans une circonscription, par exemple, qui serait vraiment à gauche, ben, son vote ne servirait pas à grand-chose, encore une fois, à un certain niveau. Parce que il y a presque aucune chance. En fait, un parti de droite pourrait très bien être quatrième, donc c'est un vote un petit peu qui tombe dans l'eau. C'est là où il y a énormément de personnes qui vont voter, ce qu'on peut dire de manière stratégique dans ce contexte-là. Et donc, c'est là, encore une fois, où l'opinion politique et le fait d'adhérer à un parti avec vraiment fierté, comme ça peut être le cas dans des républiques, c'est beaucoup moins le cas au Québec et au Canada, parce qu'il faut quand même être logique, où notre circonscription est là où on vit, a un impact. Et si on veut voter contre, par exemple, le parti qui a une évidence et mène drastiquement, par exemple, dans notre circonscription ou pour le député, par exemple, il faut presque voter pour le meilleur deuxième à un certain niveau si jamais ça se joue vraiment serré. Encore une fois, certains diront qu'il faut voter pour ce qu'on vote. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Là. Je pense que ça vaut toujours mieux de voter pour pour le parti et les idées auquel on croit réellement, mais c'est un des problèmes que je trouve énormément. Donc on voit beaucoup, encore une fois, de petits partis. Il y a comme le parti principal, l'opposition officielle et les autres oppositions se retrouvent un peu dans le néant parce qu'il y a eu extrêmement de votes stratégiques. C'est ce que je remarque souvent et on verra si c'est le cas cette année. Ouais, si je peux rajouter une dernier commentaire, c'est vrai que ça va être intéressant de voir que fait le PCQ dans sa première vraie élection générale, parce qu'on appelle ça une élection générale quand à tous les électeurs qui sont reshuffled, là, et puis quand c'est en dehors, c'est une élection spéciale. Donc, on va voir ce que ça va donner en sachant que, la base partisane du PCQ, c'est assez drôle, mais bon, c'est ça. C'est un peu les anti-vax, les complotistes, les droitards, on va dire. C'est assez compliqué à voir. C'est aussi tous les électeurs, ce que j'appellerais les électeurs radio. Donc, souvent des gens qui sont... parce que la ville de Québec, en fait, est assez friande de l'écoute de stations de radio un peu conservatrices. Donc on va savoir, est-ce que réellement cette pourcentage de la population se traduit réellement dans des votes, en fait. Ouais, puis ce qui est intéressant, par contre, petit, pour l'entrée en scène du Parti conservateur du Québec, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'ils se sont quand même positionnés dans un endroit que le Québec n'a jamais réellement été desservi en termes politiques. Donc tu parlais de la base très extrême, mais il y a aussi une base qui se cherchait un peu parce que le plus à droite qu'il y avait, c'était le Parti québécois, mais il fallait avoir une vision indépendantiste. Et là, ce que le Parti conservateur du Québec a fait, à mon avis, c'est de se placer à droite, mais dans un contexte où ce n'est pas un parti du tout séparatiste. Donc je pense que c'est quelque chose qui était extrêmement mal desservi au Québec, cette zone-là. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement mon avis politique du tout, mais je pense qu'il y a quand même plus de personnes que tu pourrais mentionner, des personnes qui sont tout à fait éduquées et tout. Là. Il y a quand même une base conservatrice au Québec qui existe, qui vote beaucoup pour le Parti conservateur du Canada. Et à mon avis, cette base-là va peut-être se retrouver dans le Parti conservateur du Québec, dans le positionnement sur l'échiquier politique, qui se sont placés en étant à droite, mais pas du tout séparatistes. Ouais, parce qu'il y a cette région, la fameuse région de la Beauce, je crois que tu Absolument. voulais... Et la ville de Québec. Et la ville de Québec, qui étrangement, en fait, c'est ça, c'est... il y a une poche, on va dire, tu m'excuseras, mais ça me fait rire, mais de droitard dans cette région-là, mais c'est sans jugement, encore une fois, sans jugement. Au Canada, ce qu'on mentionne, c'est que la Beauce, c'est littéralement comme l'Alberta en termes de marge de victoire pour les candidats conservateurs. Ça vous donne une idée. Donc, il y a l'Alberta qui ont les mains pleines de pétrole et t'as la Beauce qui ont à peu près des répartitions de victoires qui sont similaires pour les candidats conservateurs. Qui est pour le coup une région très agricole, etc. Puis pour la ville de Québec, chers auditeurs, si vous n'êtes jamais allé à Québec, ville que j'adore, que j'aime beaucoup aussi personnellement, donc c'est c'est une toute chose, c'est tout autre. Hein. Après il y a la logique aussi montréalo-centrique aussi qui va être évidemment plus à gauche, etc. parce qu'il y a le côté urbain, etc. qui va créer cet effet-là. Mais ça va être intéressant de voir un peu les micro-tendances, en fait, à échelle micro, comment ça va se passer. Le macro, je pense qu'on s'attend quand même à une victoire de la CAQ. Donc on verra, en tout cas. Exact. Mais je pense que ce que vous avez vu, on en a parlé quand même pendant un bon moment, là, mais le schéma et le contexte politique québécois est très intéressant. Encore une fois, très peu parlé. Et là, Gab, tu pourrais me ramasser avec un coup de bâton en rappelant toujours le fait que la politique québécoise n'est pas une priorité des Québécois nécessairement, certes, mais je pense que vous le voyez, c'est quand même assez intéressant. Le contexte et les clashs dans le contexte multiculturel et également les idéologies de séparation et non du Québec là, fait en sorte que ça rend un paysage politique assez diversifié, assez intéressant à suivre lorsqu'il y a des élections. Une fois que les élections sont faites, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais sur ce, c'est ce qu'on va rendre l'antenne. Donc, Gab, je te laisse faire le mot de la fin pour l'épisode de cette semaine.
Ouais, n'oubliez pas évidemment si notre contenu vous a plu à le partager, à le mettre en tout cas sur vos réseaux sociaux si vous le souhaitez, à mettre un petit commentaire par exemple sur YouTube si vous nous écoutez sur YouTube, à mettre un like aussi. Bonne façon de nous encourager à augmenter notre visibilité là où on se trouve. Puis sinon sur les plateformes audio vous êtes au courant, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Amazon Podcast, Deezer, etc. Je pense que d'ailleurs j'ai testé sur Deezer, ça fonctionne au passant, donc si vous nous écoutez sur Deezer, bienvenue. Et content de vous écouter. En tout cas, que vous puissiez nous écouter. Et n'hésitez pas à nous écrire aussi si vous avez des idées de sujets, etc., des propositions. Ou même vous voulez interagir avec nous. Ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions du mieux qu'on le peut évidemment. Là, mais... Exact, et même, petite parenthèse, là, c'est même super intéressant. Si vous avez des idées de sujets, mais qu'on a déjà parlé, on s'efforce de retrouver des épisodes. On vous l'a dit, là, ça fait plus de 100 épisodes qu'on a fait déjà. Là, donc, c'est arrivé d'ailleurs aujourd'hui. Je salue l'auditrice d'ailleurs, que je connais bien, mais qui m'a écrit pour un sujet et qu'on avait fait un épisode en juillet 2021. Donc, j'ai pu lui fournir. Donc, on a créé beaucoup de contenu, on a beaucoup de bons contenus, mais n'hésitez pas à faire des suggestions encore une fois. Soit on va les inclure dans le podcast, ou bien, si on en a déjà parlé, on pourra vous linker les fameux épisodes, parce que j'avoue qu'on perd le fil assez vite avec la quantité de sujets qu'on a parlé. Ce que je suis fier, c'est qu'on a rarement dédoublé. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est vrai, on a rarement dédoublé, à part sur l'inflation, là, parce que bon, c'est vrai que c'était oui, un puis peu... c'est vrai que je fais les pointes à chaque épisode également, là, donc on parle Les stock picking aussi, les stock picking, c'est clair, on en a parlé un peu, mais bon, tu sais, on essaye de faire attention là-dessus, mais bon, en tout cas, je pense qu'il est temps de rendre l'antenne. Absolument, pas de semaine. Salut, bye.